Bonjour à tous. Dernier webinaire avant les vacances d'août, hein, Christina. Exact. Content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va traiter un sujet qui est un de mes sujets préférés du moment, qui est le sujet de la fonction Sales Ops, Revenue Ops, Marketing Ops. Qui est un sujet qui est encore pas très connu finalement dans beaucoup d'entreprises ou qui n'est pas toujours très bien compris. Et on s'est dit qu'on allait faire un webinaire un peu général aujourd'hui à Christina sur finalement cette fonction-là. Pourquoi, quand, comment, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert. Et du coup, ce sera le dernier webinaire avant la rentrée. Je te laisse te présenter, Christina. Tu veux dire un mot? Enchantée pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis RevOps Manager chez Marketing. Donc, j'accompagne une équipe de consultants de Sales Ops, RevOps, MarketOps sur les différents projets de nos clients. Et je suis là aujourd'hui sur ce webinaire pour compléter la vue de Christian et donner peut-être quelques exemples ou une vue opérationnelle de ce métier. Et Christian, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis du coup partenaire et fondateur chez Markentive. Juste un petit mot rapide sur nous, hein. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on est opérationnel. On a un peu plus de 40 personnes aujourd'hui, une petite vague d'arrivée aussi à la rentrée de septembre, un peu plus de 400 clients accompagnés. Et on a une offre de service qui est assez large puisqu'on a créé un framework qui s'appelle Rebel Resolve, Build, Execute et Learn. Resolve toute notre activité de consulting, tech stack, acquisition, build notre métier d'intégrateur sur tout un tas d'outils et notamment grosse expertise sur la partie HubSpot et tout ce qui va être corollaire à cette technologie-là. Execute, c'est là qu'on va peut-être faire le focus aujourd'hui, hein, sur comment est-ce qu'on accompagne non pas des setups, mais peut-être des évolutions, des améliorations, mettre en place des routines, des process, et c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui, soit sur de l'acquise, soit plutôt sur des apps. Et on fait aussi un petit peu de formation des clients parce qu'à un moment, on va plus loin ensemble et c'est important pour nous. Beaucoup de clients ici, vous reconnaîtrez certainement certains logos, mais on travaille avec des ESN, des agences, du banque assurance, du non-profit, hein. Beaucoup de scale-up et d'éditeurs de software et aussi des industriels et puis des activités un peu plus spécifiques comme l'événementiel ou l'éducation sur lequel on est aussi assez présent. Et puis je rentre dans le vif du sujet direct, on y va. Ce qu'on a voulu aborder aujourd'hui, n'hésitez pas, by the way, hein, si vous avez des questions euh, au fil de l'eau, on essaiera effectivement d'intégrer les réponses de manière fluide dans le flow. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. On va revenir sur des éléments aussi de définition, hein. Finalement, Sales Ops, Business Ops, Revenue Ops, c'est pas exactement la même chose, mais ça tombe souvent sous le même type de sujet. Et en fonction de la taille de l'organisation, c'est assez rare de se retrouver avec un Sales Ops, un Marketing Ops, etc., etc. Donc, on a des fonctions un petit peu hybrides et l'objectif, c'est de vous donner un peu plus d'éclairage sur ces métiers-là. Quand est-ce qu'il faut le faire? Donc, typiquement, il y a différentes manières d'avancer sur ce sujet-là quand on est une organisation, mais quand est-ce que c'est le bon moment de mettre en place ce type de fonction-là? C'est une question que vous pouvez vous poser. Euh, qui sont ces fameux sales ops? Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que Christina et moi, on a l'habitude de voir parce qu'on les recrute et parce qu'on les manage au quotidien. Et puis, vous donner quelques pistes aussi sur les modalités de qu'est-ce que ça veut dire d'en recruter un, qu'est-ce que ça veut dire de sous-traiter, de passer par un freelance, de travailler avec des gens comme nous sur ce type de thématique, les avantages, les inconvénients, à quel point ça s'inscrit dans le temps, pour que vous puissiez aussi peut-être opter pour le meilleur sujet. Let's go. Sales Ops, Business Ops, du coup, de quoi on parle? Tu veux nous donner ta définition, Christina? Moi, j'ai la mienne, mais je te laisse. C'est une fonction pour moi qui est centrale au sein de l'entreprise et qui va être au cœur en fait de tout ce qu'on va appeler opération et qui va échanger avec les départements qui vont avoir une contribution directe sur la génération de revenus dans la boîte. Euh, Ma définition en quelques secondes. Christian, tu veux compléter? Absolument. Et donc, aussi, hein, d'un point de vue très concret, en fait, un sales ops, c'est pas un sales. Alors, souvent, ça, on voit aussi il y a un peu de la confusion aussi dans les organisations qu'on rencontre. C'est que le sales ops, c'est un sales qui s'intéresse un peu au CRM. Alors oui, ça peut être ça, mais c'est généralement un peu plus que ça. C'est un vrai métier où à un moment, il faut être en lien avec la stratégie, il faut être en lien avec les process, il faut être en lien avec les outils, il faut être en lien avec potentiellement aussi le marketing et la data.
c'est des compétences qui sont un peu différentes que de passer peut-être 50 calls tous les jours ou de faire des propositions, ou si on est marketeur, d'envoyer des campagnes ou de manager une équipe de commerciaux. Donc, c'est des rôles qui vont finalement permettre de fluidifier en fait le fait que chacune de ces personnes-là va être capable d'exécuter sa mission dans de bonnes conditions et d'avoir quelque chose qui va soutenir son activité au quotidien en termes de process, en termes d'activité, en termes d'outils. Et il y a plein de signaux généralement qui nous mettent sur cette piste-là. Alors nous, on accompagne, je vous l'ai dit tout à l'heure, on accompagne pas mal de boîtes, des DG, des Head of Sales et CMO qui utilisent HubSpot souvent. Plus de la moitié d'entre eux l'utilisent. Je pense que 50-60% de nos clients utilisent cette technologie-là. Donc d'un point de vue outil, ils ont une base de données centralisée et la capacité à collaborer. Mais parfois, d'un point de vue process, d'un point de vue adoption, d'un point de vue data quality, d'un point de vue structuration de la donnée, ils ont des challenges qui finalement ont du mal à rentrer, à être résolus par des gens qui sont stratosphériques d'un point de vue stratégique, qui ont du mal à mettre les mains dans les outils, qui ont pas forcément qui ont la big picture de comment est-ce qu'on va vendre ce produit-là, mais qui n'ont pas la vision de comment est-ce qu'on va l'actionner d'un point de vue mécanique, d'un point de vue sales, d'un point de vue process, comment est-ce qu'on le passe à l'échelle. Et quand on a des startups avec des fondateurs qui sont très orientés produits, offres, marché, de la mécanique de se dire on va passer ça en mode industriel avec de l'acquisition, de l'activation, de la fidélisation, et tout ça grâce à des outils qui vont peut-être permettre de gérer du one-to-one, ça, c'est pas évident à faire. Donc, c'est un mindset un peu spécifique et c'est des profils très complets. On le verra tout à l'heure sur comment est-ce qu'on les recrute et ce qui est intéressant d'aller chercher chez un sales ops. C'est vraiment quelque chose de très nouveau. On en voit encore assez peu sur le marché, en tout cas aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils ont des missions stratégiques, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, moi j'aime bien dire stratégique, technique, opérationnel. Donc, sur la partie stratégique, c'est vraiment des gens qui vont avoir les yeux et les mains dans les rapports toute la journée. C'est quand même vraiment leur outil de travail, c'est de créer de la donnée, de créer des insights et aussi d'être capable de faire parler la donnée. À un moment, la stratégie, c'est genre une entreprise, effectivement, a une stratégie. Je ne vous avais pas attendu d'avoir un sales ops ou quelqu'un qui regarde des rapports pour avoir une stratégie. Mais par contre, cette stratégie-là, elle vit. Et à un moment, dans une stratégie de revenus, dans une stratégie sales, on a une notion de qu'est-ce qu'on vend et à qui on le vend. Donc aussi une notion de ciblage par secteur, par taille d'entreprise, par persona. Et donc, on a souvent une vision qui est un petit peu floue de ça au niveau de la direction. Le sales ops, c'est aussi là pour rendre ça actionnable d'un point de vue CRM, d'un point de vue données, d'un point de vue pilotage, d'un point de vue ownership de la donnée. Et toutes finalement ces actions qui vont être mises en place vont revenir avec des insights. Donc on va se rendre compte effectivement d'aujourd'hui la vente et le marketing, qu'est-ce qui fonctionne moins, et d'être capable de venir en force de proposition ou être capable finalement de faire ce trait d'union en mode tiens, si on a décidé qu'on allait parler au directeur financier de tel secteur et dans des entreprises qui font entre 50 et 500 personnes, comment est-ce qu'on va l'actionner d'un point de vue données, d'un point de vue dispositif commercial, d'un point de vue attribution, etc. etc. Donc cette partie stratégique, c'est un pan fort de l'activité du sales ops et il passe son temps du coup à finalement analyser la donnée pour venir en recommandation et soulager des managers sur ce type de choses-là et ça fait une tête de plus à la table pour réfléchir sur ces thématiques. Il y a aussi une composante qui est technique. Alors pour moi, les sales ops sont généralement, ils peuvent avoir une appétence low-code ou globalement API sur un moment connecter effectivement des outils de manière plus ou moins custom avec du CRM ou des rapports. C'est des possibilités. Généralement, ils n'ont pas un background technique, ils ont plutôt un background fonctionnel, sales et process. Mais ils ont besoin quand même d'avoir une culture quand même assez forte de la data, des outils, même si les outils ne sont pas techniques. Il doit être à l'aise dans son Salesforce, il doit être à l'aise dans son Pipedrive, il doit être à l'aise dans son HubSpot, parce que c'est un outil de travail qui va être finalement assez central dans sa capacité à venir voir et permettre derrière de déployer des capacités d'action. On aime bien chez nous aussi penser le CRM comme étant un CRM augmenté ou un CRM étendu. Et très très vite aussi, on va avoir des informations clés qui peuvent venir de la BI ou de la facturation ou des outils de finance ou des outils de RP
ou des outils de CPQ, donc des outils qui permettent de faire des devis complexes ou des offres modulaires, personnalisées. La tech stack, c'est pas juste le CRM, c'est aussi potentiellement tout ce qui va toucher le quotidien des sales et comment est-ce que ça va permettre de réussir. On a une question. Ouais, pour répondre à la question de Claire, en fait, on va parler vraiment d'un sales ops qui va être l'interlocuteur principal ou l'équipe principale qui va échanger avec les équipes business, principalement les commerciaux, mais aussi marketing, service client, que ce soit les équipes ops, celles qui vont mettre les mains dans l'outil au quotidien et qui vont travailler directement en one-to-one ou one-to-many avec les prospects et les clients, ou que ce soit avec leurs managers et les décideurs de l'entreprise pour faciliter la vie de chacun et aider à améliorer les différents use cases. On va parler d'un data analyst dès lors qu'on va travailler sur de l'analyse un peu poussée de la data. Et souvent, on va trouver cette fonction dans l'entreprise dès lors que toutes les données vont être, par exemple, poussées dans un data mart et qu'il va falloir aller faire des études un peu poussées en fait sur le comportement d'un tel segment de consommateurs et aller croiser différentes sources de données pour aller créer des rapports un peu plus poussés dans l'entreprise. Le Sales Ops a un premier niveau de skills de data analyst et il doit l'avoir parce que il est clé qu'ils comprennent réellement les besoins des décideurs, des managers et des équipes d'un point de vue suivi, reporting, quelle visibilité ils doivent avoir et pourquoi, et surtout qu'ils puissent anticiper un certain nombre de sujets. Et du coup, il va devoir travailler la donnée, l'analyser, venir en recommandation avec un certain nombre de choses. On va parler d'un data analyst lorsqu'on va aller croiser plusieurs sources de données d'un segment et par exemple, mais bien précis. Et lorsqu'on a des outils de data analyse en place avec pas mal de data viz et autres. Donc, data analyse, pour moi, fait partie du métier de Sales Ops à un premier niveau, bien entendu, de skills. Les Sales Ops sont un peu data analystes. Tous les data analysts ne sont pas forcément des gens sur quoi ils travaillent. Mais effectivement, c'est une composante hyper forte. En tout cas, du rôle, il y a aussi une notion de taille d'entreprise. À un moment, effectivement, pour avoir des gens qui sont dédiés à la donnée, déjà, il faut en avoir beaucoup. Et derrière, s'il y a aussi une fonction qui a un moment d'énabler des sales, de mettre en place des process, on aura peut-être un data analyst qui aide un sales ops. On peut aussi avoir ce type de configuration-là. C'est des questions d'échelle et puis c'est des questions après aussi de volume de données. Et puis il y a un dernier rôle qui, pour moi, est hyper clé, c'est qu'un vrai sales ops, ça met les mains dedans quand même. C'est pas juste quelqu'un qui regarde des rapports et qui fait des PowerPoint. À un moment, il y a des actions aussi à mettre en place, d'évolution de process, de mise en place d'automatisme, de mise en place de nouveaux rapports. Donc, c'est des gens qui ont aussi besoin d'autonomie sur leur capacité à agir au service des équipes commerciales, des équipes marketing, de la direction, pour vraiment être au cœur de ces sujets-là. On voit des fois des boîtes qui viennent nous voir en disant je cherche un CRM manager. Alors, en fait, c'est plutôt un sales ops qu'elle cherche, parce qu'elle ne cherche pas juste quelqu'un qui va administrer de manière un petit peu mécanique le CRM sur la base de requêtes, mais c'est quelqu'un qui sait aussi être en force de proposition. Et un sales ops, c'est un peu un CRM manager plus, qui va être aussi effectivement drivé par la data et le business, et être capable de venir en force de proposition sur la base de tout ce qui va se passer autour du cycle de vente et qui va aider à le faire vivre d'un point de vue people, d'un point de vue process et d'un point de vue outil. T'es en ligne avec ça? 100%. Ok. Et du coup, le Sales Ops, il utilise plein d'outils. Il utilise le CRM, c'est son gros outil de travail, effectivement, du Salesforce, du HubSpot, ou ce qui est en place dans vos organisations, ou même des CRM métiers selon les secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez. Et on a une galaxie de petits outils plus ou moins pérennes, plus ou moins complexes, plus ou moins difficiles à intégrer, du Snowflake, des outils d'automatisation, des outils de BI, des outils d'enrichissement, des outils d'emailing, des outils de sales enablement, etc., qui vont permettre effectivement d'enrichir les choses. On a aussi des outils, par exemple, je sais pas, certains d'entre vous utilisent peut-être des choses comme Mojo. On va enrichir effectivement le CRM avec des appels, faire de la transcription, de l'analyse, haute fréquence. Tout ça, ça peut encore donner des informations sur effectivement ces calls finalement qu'on fait commerciaux. Est-ce qu'on parle aux mauvaises personnes? Est-ce qu'on leur dit la mauvaise chose? Est-ce qu'on ne le fait pas au bon moment? C'est quoi le problème finalement qui fait que notre taux de conversion effectivement sont ce qu'ils sont aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut les améliorer sur l'ensemble de la chaîne de valeur?
il y a peut-être 4, 5, 6 points de friction et peut-être 3, 4, 5 opportunités qu'il faut qu'on identifie pour pouvoir effectivement améliorer les choses et rentrer. Et je pense que le Sales Ops, ça aussi, doit avoir cette vision d'amélioration continue. Très data-driven, de se dire, bon, bah tiens, voilà les chantiers du mois, on met ça en place, on analyse et puis on repeat une nouvelle boucle d'amélioration qui va nous permettre d'être plus performants en tant qu'organisation et au service du business. Quand faut-il staffer cette fonction? Alors, on a beaucoup réfléchi aussi à ça de l'expérience qu'on a eue sur nos 400, maintenant bientôt 450, je pense, organisations accompagnées. La croissance, et puis en ce moment, c'est un peu compliqué aussi, hein, on a de la friction, il faut un peu plus se battre pour vendre. On sent que globalement, faut aller un peu plus loin qu'avoir trouvé en face de soi des gens qui ont du budget à dépenser, parce qu'à un moment, ça a été aussi souvent ça en B2B notamment. On a des gens qui ont de l'argent à dépenser et puis il faut être là au bon moment et puis avoir une présentation. Et globalement, le budget est là. Aujourd'hui, il faut se battre pour ces lignes-là. Il faut défendre en fait la valeur ajoutée de ce qu'on fait. Donc à un moment, ça chahute aussi beaucoup d'organisations ou de prestataires ou de solutions qui ne sont pas cœur de moteur ou qui ne sont pas essentielles parce qu'il y a des réductions de coûts qui sont faites. Et donc, maintenir la croissance dans cet environnement-là, ça oblige les organisations à se challenger beaucoup. Et du coup, forcément, quand on parle de croissance, il y a plein de leviers qu'on imagine. Hein. Si moi, je me mets en tant que DG dans une organisation, très souvent, le réflexe, un peu vieille France, mais recruter des commerciaux, hein, plus on en a, plus on vend. Ça marche. Mais globalement, ce n'est pas toujours ça la priorité. Parce que finalement, si j'ai un moment des taux de conversion ou des vendeurs qui ne sont pas assez occupés ou des vendeurs qui globalement ne sont pas assez efficaces, à rajouter plus globalement de personnes en face, ce n'est pas forcément la solution. Pareil pour la génération de leads. Souvent, la génération de leads, bah, tiens, il me faut une agence, il faut de l'AdWords, il faut que je génère des leads, parce que mes commerciaux, ils ont besoin d'être alimentés. Typiquement, ça aussi, c'est pas toujours la solution parce qu'à un moment, si on n'a pas bien calé son argumentaire, bien calé son offre, bien calé sa mécanique, qu'on est plus cher, qu'on est moins bien, etc. Au bout d'un moment, on a beau avoir des leads, on perd. Donc, c'est plein d'argent investi et qui derrière vont pas forcément convertir. Et puis, on a aussi peut-être un sujet de formation ou d'adaptation des commerciaux. Donc, ça, c'est des sujets qui sont identifiés et qui peuvent à un moment être des leviers pour vous. Ce qui est important, effectivement, et souvent qui est peut-être un petit peu bypassé, ou qui est pour moi pas toujours très bien maîtrisé, ou parfois pas rechallengé, parce que ça évolue aussi. C'est ce qu'on appelle, vous entendez souvent ça, hein, langage startup, product market fit, ICP, sur globalement qu'est-ce qu'on vend, à qui on le vend, pourquoi il achète pas, qu'est-ce que font mes concurrents, et globalement quel est mon segment aussi sur lequel je suis présent. On l'a vu beaucoup ce truc-là ces derniers temps avec des entreprises qui se refocusaient notamment sur des secteurs d'activité parce qu'à un moment, on va avoir cet effet un peu spray and pray de vouloir vendre tout à tout le monde et du coup avec des difficultés qui sont que bah, on ne sait plus trop à qui on parle, tout le monde est un peu épuisé, on donne dans tous les sujets, on n'a rien analysé, on ne comprend pas ce qui ne marche pas. Et là, il y a un moment besoin peut-être de faire une pause et de se dire, bon, bah, notre marché a évolué, ça fait 10 ans qu'on vend notre produit ou notre offre, mais de se resolidifier sur à qui on le vend, pourquoi il l'achète, et d'actionner ça aussi peut-être dans des arguments de vente et dans des outils de traitement des objections. Parce que parfois la stratégie est hyper claire pour le DG, pour le peu que ce soit un ingénieur, un technicien ou un développeur, rendre ça actionnable et le mettre finalement avec une couche qui est impactante et qui va permettre de gérer de la vente à l'échelle, c'est aussi quelque chose qui est parfois un petit peu squeezé ou parfois un peu vite fait. Et quand on se retrouve quand même avec 10, 20, 30 personnes qui sont sur le terrain, qui passent des appels, qui font des emails, s'ils n'ont pas la bonne clé en face de la serrure, globalement, on a beau en recruter 10 de plus et avoir du Salesforce plus, on va avoir des problèmes de performance qu'on aurait pu éviter. Et typiquement, dans cette logique-là, un sales ops sait voir ce genre de choses-là, s'il sait analyser les rapports par rapport à des benchmarks de marché et par rapport à ce type d'organisation. Donc les fondamentaux, souvent on les bypass un petit peu parce que voilà, c'était efficace il y a 3-4 ans. Le marché a peut-être changé, Covid est passé par là, restrictions, un peu crise. Peut-être faut changer son argumentaire, faut peut-être changer son ciblage, faut peut-être changer son argument numéro 1, c'est peut-être plus le même.
La qualité-qualité, bah, peut-être maintenant, c'est rapport qualité-prix qui va être plus important. Et en tout cas, il faut être assez attentif à cette partie-là, histoire de ne pas aller dans la mauvaise direction avec tous les investissements que vous ferez en ads, en sales, en formation, en outils, parce que tout part de là finalement. Et puis des solutions là qui sont peut-être un peu plus proches de nos sujets, qui sont euh, le fait de mettre en place un CRM, parce que ça aussi, beaucoup d'organisations aujourd'hui ont un CRM pas du tout adopté ou pas du tout utilisé. Et finalement, ça, c'est aussi un problème, hein. Ça va très vite avec le fait de reprendre le contrôle sur les données, parce que le CRM, si on challenge aujourd'hui une centaine de DG dans une pièce et on leur dit, bah, tiens, est-ce que dans ton CRM, tu sais qui est client, qui n'est pas client, et parmi les non-clients, parmi les clients qui achètent quoi à quel moment et qu'est-ce que tu peux leur vendre de plus, et parmi les non-clients, c'est quel secteur, quel rôle et quel historique vis-à-vis de l'organisation. Est-ce qu'on les a déjà appelés, est-ce qu'on les a pas appelés, qu'est-ce qu'on leur a dit? Est-ce que ça, finalement, c'est suffisamment maîtrisé pour se dire où est-ce qu'on va agir, qu'est-ce qu'on priorise et qu'est-ce qu'on peut comprendre du passé? Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas à ce niveau-là de précision dans beaucoup d'organisations. C'est un vrai challenge, hein. C'est difficile. Ça implique beaucoup de paramètres. Ça implique un bon paramétrage de CRM. Ça implique une bonne adoption. Ça implique des managers impliqués. Ça implique des bons tableaux de bord. Et en fait, c'est des cercles vertueux. Plus le reporting est bon, plus les managers s'en servent, plus ils encouragent les équipes. Et l'inverse est vrai aussi. C'est plus les reportings sont mauvais, bah, les managers lâchent l'affaire. Les équipes remplissent plus et on a un cercle vicieux qui se met en place. Donc, il y a vraiment une mécanique aussi à mettre en place sur ces outils-là. C'est de l'effort, c'est de l'exemplarité. Il y a plein de choses. Effectivement, on parle souvent d'adoption de CRM. CRM, c'est un peu notre dada chez nous. Mais c'est vrai, un vrai sujet aussi sur lesquels les sales ops interviennent. Et puis après, on peut imaginer aussi des leviers via l'automatisation. Et puis, tout ça va aussi avoir un impact, hein. Cette data va nourrir un moment de l'intelligence sur comment est-ce qu'on manage nos équipes, comment est-ce qu'on leur donne des directives, comment est-ce qu'on leur donne des priorités, ou potentiellement aussi, et ça souvent on le bypass un peu ou on le revoit pas, comment est-ce qu'on les commissionne. Parce qu'à un moment, un sales, si on en a un 10, 15, 20, ils sont quand même très drivés par ça. Et l'idée, c'est d'aligner un moment l'intérêt de l'entreprise aussi sur celui-là de la personne et de le faire évoluer par rapport à ce qui est important pour vous et là où vous voulez vraiment être, versus là où c'est facile pour eux d'atteindre leurs objectifs. Et en filigrane aussi, toute cette data, cette connaissance et cette intelligence, elle crée aussi du focus. Je pense que c'est peut-être un des points les plus importants à retenir, c'est que le sales ops, il est aussi là pour un moment faire le tri de ce qui est important et de ce qui n'est pas, pour se dire c'est ça qu'on va prioriser, parce qu'en fait, on pourrait passer sa journée à faire des choses. Des segments, il y en a plein, des déclinaisons d'offres, il y en a beaucoup, des possibilités. À un moment, comment est-ce qu'on fait en sorte, à ressources actuelles, marketingment parlant, budgétairement parlant, nos 3 sales, 5 sales, 15 sales, comment est-ce qu'on en tire le maximum pour faire effectivement du revenu? Parce qu'à un moment, faire plus, c'est peut-être aussi faire moins ou renoncer à certaines choses. Moi, j'ai pas mal de clients qui ont décidé, bah, nous, on arrête l'enterprise parce que globalement, beaucoup d'efforts, pas de résultats. On arrête le SMB parce que trop petit, on parle trop à des gens, ça prend trop de temps, ça demande trop d'énergie, trop dur à manager pour trop peu de chiffre d'affaires. Et on a des fois des organisations qui sont 80-20, où ils font 80% de leurs chiffres avec 20% de leurs effectifs. Et l'idée, c'est de se mettre effectivement dans une position où bah, on va répéter tout ce qui marche bien et puis on attaquera peut-être dans un second temps ce segment-là avec une autre offre adaptée avec un qui est un petit peu différent. Euh, voilà du coup en fait tous les leviers effectivement qu'on peut actionner. Ça fait beaucoup de choses. Le Sales Ops, il est à un moment dans cette intelligence-là de vous aider aussi à identifier où est-ce que c'est intelligent et où est-ce que c'est intéressant, mais vous trompez pas de combat. Parce qu'effectivement, recruter 10 commerciaux de plus quand globalement ils ont déjà rien à faire et ils savent pas où aller, ça va rien solutionner. Donc c'est beaucoup de bon sens, mais à un moment, souvent, vu qu'on n'est pas dans la data et qu'on est un peu la tête sous l'eau quand on est sales manager, ou quand on est marketing manager, ou quand on est DG, on regarde le CRM, bon, bah, les rapports sont nuls, on prend des suppositions parce qu'on a besoin d'avancer, on a besoin de résultats, et on peut se tromper. Et le sales ops, il est aussi là pour vous guider, vous conseiller et faire en sorte qu'on soit un petit peu meilleur chaque semaine.
Tu as quelque chose à ajouter, Christina? C'était assez complet. Ok. Et alors, quand il faut le recruter, pour finir sur cette partie-là, effectivement, bah, déjà, il faut pouvoir se le payer. Ça, c'est important, hein. Moi, je pense qu'il est utile. Vous avez bien compris qu'il est assez central par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez des fois un signal, vous dites, bah, tiens, il faut qu'on recrute un CRM manager parce que le CRM n'est pas adopté, c'est compliqué, personne n'a envie de s'attaquer au sujet, bah, c'est peut-être pas un CRM manager qu'il faut, c'est peut-être un sales manager, c'est peut-être un sales ops ou un CRM manager plus qui va faire office de sales ops. Problème de data, problème de reporting, problème d'adoption et de la friction du coup avec vos managers qui globalement n'ont pas d'outils de travail pour pouvoir améliorer les choses, l'impression qu'on s'épuise, l'impression qu'on fait beaucoup pour assez peu d'outcomes, assez peu de résultats. Bah, typiquement, ça peut vous mettre sur la piste que globalement le Sales Ops est une piste intéressante pour. Alors, ces fameux Sales Ops, c'est qui? Comment est-ce qu'on les recrute? Et c'est quoi leur qualité, Christina? Alors, on va commencer par le background avant d'aller en détail sur la partie compétences qu'on va chercher à évaluer. J'aurais tendance à dire on va privilégier quelqu'un qui comprend le métier de commercial quand même, hein, et qui a déjà une précédente expérience là-dedans, qu'il ait été sales rep ou manager sales. C'est assez important que ce soit quelqu'un qui partage une vision business, qui comprenne les enjeux du métier et qui se les approprie au sein de votre organisation. Et s'il n'a pas un background sales, qu'il ait un background consultant sur des sujets justement sales, marketing ou alignement sales marketing, et bien entendu qui ait une précédente expérience sur la gestion de données CRM et d'outils CRM. C'est hyper important. On vous met en avant la partie consultant puisque en étant consultant, on travaille avec différents clients sur différents projets. On voit différentes choses en place, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien sur différentes verticales et différentes organisations, structures en interne. Et c'est toujours quelque chose qui est riche d'enseignement pour apprendre et voir comment répliquer ce qui fonctionne sur d'autres projets ou avec d'autres types d'équipes. Si on creuse sur la partie compétences qu'on va aller chercher à évaluer. Il y a aussi un point peut-être sur la partie background, il y a quand même aussi toujours la magie de l'humain. À un moment, on est sur des métiers qui sont aussi nouveaux, donc Sales Ops, à un moment qui s'intéresse aussi à ce type de sujet-là. C'est des esprits assez analytiques. Donc finalement, on se dit un ancien sales, c'est idéal parce qu'il sait ce que c'est que d'être un sales, donc il va être capable de les aider. Bon, voilà, et après, il y a des sales aussi qui sont parfois très, très brutes, où c'est des gens qui savent appeler toute la journée et qui globalement sont très dans l'exécution de la vente. Ce qui est important, c'est peut-être parfois, on a aussi des ingénieurs, chez nous, on en a quelques-uns, qui à un moment sont très orientés process et du coup appliquent en fait cette logique très process, très culture, très data, très précision à toutes les variantes et toutes les déclinaisons que ça peut avoir dans le métier de la vente. Donc, je pense qu'il n'y a pas de profil, il y a effectivement des tendances, mais on peut aussi être surpris sur les types de profils qu'on va retrouver à ces fonctions-là. Des gens qui ont été, par exemple, success manager, qui ont vraiment cette culture du client, on en a aussi chez nous. Des anciens dirigeants aussi qui ont fondé des startups et qui, à un moment, comprennent la chaîne de valeur et qui se disent c'est ça qu'il faut faire. C'est aussi plus facile de le faire pour les autres que pour soi-même. Donc, il y a aussi ce côté-là où je pense qu'il ne faut pas se fermer sur peut-être le background historique, mais c'est pour vous donner aussi une idée des possibilités qu'on peut avoir. Et au final, justement, ce que tu dis, Christian, sur la partie autre typologie de background, c'est assez intéressant puisque, en fait, on va aller chercher des soft skills qui sont assez nécessaires à avoir et à valider d'entrée de jeu pour piloter efficacement les sujets qui sont sous la maîtrise du sales ops en interne. Et le premier, c'est la capacité à se mettre à la place des autres, de comprendre ce qu'ils font, comprendre leurs pain points, pouvoir aussi anticiper certains sujets pour driver les choses. Il faut que votre sales ops demain soit réellement business focus. Puisque son rôle, c'est faciliter la vie des directions avec lesquelles il travaille pour générer du revenu, bien entendu. Donc, c'est comprendre ce qui est important et avoir une forte culture dans ça, dans tout ce qui est business driven. Le sales ops sera en relation avec pas mal de personnes en interne dans votre entreprise
que ce soit des personnes qui sont plus dans la partie opérationnelle ou dans la partie management et décision. Il faut que cette personne puisse s'adapter à son interlocuteur, être assez assertif dans sa communication et bien entendu convaincre et expliquer. Et expliquer de la bonne façon en fonction à qui il s'adresse, en comprenant du coup les pain points et les sujets qui vont les driver au quotidien. Et ça va aussi du coup avec le 4e point, c'est il va devoir jongler en fait au quotidien, étant à travailler sur des sujets assez micro, de setup, de paramétrage, de process clés sur une équipe dédiée dans la boîte par exemple, que macro sur de la vision, sur du reporting du dashboard, sur des recommandations à un certain nombre de décideurs au sein de votre boîte. Donc, c'est quelqu'un qui doit présenter un certain nombre de soft skills de l'ordre de la communication en interne, de l'assertivité, le fait d'avoir un focus vraiment business, de se mettre à la place des autres. Et au final, si je peux dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui va devoir owner les sujets. Il faut pas qu'il ait peur de faire les choses, faut pas qu'il ait peur de mettre les mains dans l'outil en quelque sorte, ou dans les process, ou qu'il aille chercher un tel ou un tel dans la boîte pour avoir une décision ou pour avoir de l'input et de l'insight pour derrière lui faciliter les choses pour avancer sur ces sujets. Donc il va... Son défi aussi à lui, c'est qu'il doit voir le problème, c'est déjà son truc, et ensuite il doit effectivement vendre le problème et vendre la solution potentielle, et tout ça avec des gens en face de lui qui sont parfois aussi des gros caractères et sales ou direction générale. Donc, faut pas avoir peur, quoi. Faut y aller. Voilà. Il faut quelqu'un quand même qui puisse ne pas être uniquement en réaction, mais être aussi en anticipation d'un certain nombre de sujets. Puisque le Sales Ops, au final, comme il va travailler avec différents interlocuteurs et sur différents besoins au sein de votre boîte, il va falloir qu'il vienne en proposition avec des choses qui font sens, puisque c'est lui, au final, qui a les mains dedans au quotidien. C'est lui qui analyse les rapports, c'est lui qui les construit. Donc, c'est lui aussi qui peut... lui ou elle, bien entendu, hein, mais qui peut identifier un certain nombre de sujets intéressants et orientés business. Et puis, Et son succès à lui est aussi très lié au succès des gens. Typiquement, à un moment, un sales ops, c'est celui-là qui a réussi à faire réussir les autres. Donc, typiquement, il faut aussi avoir un moment envie de ça. Typiquement, il y a des gens qui aiment bien se cacher dans le truc. Bah, ça, c'est mon rôle. Si t'appelles pas, c'est pas ma faute. Typiquement, c'est pas le bon mindset. À un moment, s'il appelle pas, c'est que on lui a pas fait comprendre qu'il devait appeler, quoi. Ou on lui a pas donné les outils pour. Où il y a ou alors il y a un truc qui fonctionne pas et c'est le seul qui appelle pas et auquel cas c'est un problème people. Mais il y a quelque chose en tout cas qui doit être mis en place et c'est le sales ops qui peut mettre sur cette voie. Avec nos clients, on va parler souvent de mise en place de dashboards d'adoption, par exemple, de l'outil. Les dashboards d'adoption de l'outil, c'est intéressant de les mettre en place, mais il faut comprendre aussi ce qui se passe dedans. Et comme dit Christian, s'il y a des petites... des sujets individuels sur des performances en baisse ou des choses comme ça, ça peut être corrigé assez facilement. Mais si on voit que, par exemple, une étape du pipe, elle est jamais passée sur les îles, il y a des calls, par exemple, des CS qui sont pas logués au bon moment, où ils sont pas qualifiés par typologie de call ou autre, c'est qu'à un moment donné, il y a soit un correctif à apporter dans le process, soit un correctif à apporter dans la partie formation, soit un correctif à apporter dans l'outil. Cette personne qui va devoir faire ça, il faut qu'elle soit en anticipation, il faut qu'elle puisse réellement comprendre ce qui se passe et agir là-dessus. Ce qui nous ramène à la partie process. C'est un profil qui va devoir gérer un certain nombre de sujets dans l'entreprise. On a vu que ça allait des sujets micro et des sujets macro. Parfois, il y a des sujets urgents. Parfois, il y a des sujets plus de fond qui vont demander pas mal de travail et de maîtrise de complexité. Du coup, il va falloir que ces personnes-là puissent vraiment être organisées, puissent avoir une grande capacité de travail et soit organisées et faire ces capacités de travail sous la pression. Puisqu'au final, travailler avec des décideurs orientés business, c'est être aussi capable d'être à un moment donné flexible et produire par exemple un nouveau rapport sur un nouveau segment en un temps record pour aller derrière défendre une idée ou au contraire
l'abandonner. Et il va falloir que, pour justifier un peu ce multitasking et ce multi-projet en interne chez vous, il faut que votre sales ops soit réellement méthodique et rigoureux. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter sur cette partie-là, Christian. Non, c'est vrai que c'est un point hyper clé parce que des fois, on a des sales ops aussi qui ont un background marketing et marketing, des fois, on va dans la communication, on est parfois sur des choses qui sont un peu moins précises. Et typiquement, quand on commence à entendre des sales ops qui disent beaucoup un petit peu ça, on va bricoler un truc ou on va bidouiller quelque chose et on dirait que ça va dans cette direction-là. Typiquement, c'est pas le verbatim que nous on travaille. On a besoin effectivement de travailler dans cette direction-là pour venir aider finalement derrière des marketeurs, des sales à bien exécuter leur travail. Donc, on va vraiment aller chercher ici des skills de gestion de projet, mais de multi-projets, multi-interlocuteurs. Et qui dit skills vraiment partie communication, ownership, curiosité, méthodique, process, on va aller aussi chercher la compétence techno, puisque, comme on l'a vu, votre sales ops va avoir les mains dans l'outil demain. Hein. Donc, il faut qu'il puisse se débrouiller tout seul. Il faut qu'il puisse maîtriser les outils, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre comment bien les paramétrer. Alors, on a mis curiosité à identifier de nouveaux outils, mais tranquille, parce que l'objectif, c'est pas non plus aller tout tester, se lancer dans plein de directions différentes juste parce qu'il y a un nouvel outil qui est sorti ou qu'on a vu passer sur LinkedIn et que ça nous paraissait intéressant. C'est plus avoir une approche plus méthodique, être en veille constante, oui, mais en veille par rapport à ce qui fait le plus sens et par rapport aux priorités de l'entreprise. Et du coup, avoir pas mal d'appétence avec des outils de type CRM, marketing ou sales automation. Et on en a déjà parlé, mais sur la partie BI et data analyse, comprendre comment faire des rapports, comprendre comment structurer sa donnée, comment croiser sa donnée pour derrière aller arriver à évaluer quels sont les bons KPI à suivre et du coup, comment on performe sur ces KPI-là. Si demain, votre sales ops dépend de votre département SI ou IT pour derrière aller traiter de la donnée, faire des synchros entre les outils ou autres, ça va énormément alourdir en fait les process et les tâches au quotidien. C'est bien de faire appel à ces directions et à ces compétences de temps en temps lorsque c'est nécessaire, mais il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sans dès lors qu'on est un peu débrouillard et qu'on creuse un peu les sujets, et c'est ça qu'on va privilégier et qu'on va vous recommander pour le coup. Donc, Ouais, parce qu'encore une fois, on est dans une logique de réactivité. Plus on est réactif, effectivement, plus vous êtes autonome, plus globalement vous pouvez itérer vite et sortir en autonomie, effectivement, les choses. Et ça, c'est hyper important à notre sens d'avoir des personnes, effectivement, qui, sur un 90% du quotidien des besoins, rapport, BI, intégration, reformatage, personnalisation des données, puissent avancer vite en mode commando sur ce qu'on attend de lui. est-ce que vous avez des questions ici? Est-ce que ça vous partagez un peu notre vision des compétences qu'on va aller chercher sur cette fonction? Moi, je vois des 100% là, des pouces vers le haut. Ouais, Ok, ça marche. Merci. Comment manager, recruter, sous-traiter votre fonction ops? À la banque, on a dit ça parce qu'on cherche quand même un peu, je le vois aussi dans les messages, on cherche un peu le mouton à 5 pattes et c'est vrai, c'est hyper dur. Donc évidemment, on a des tendances. On a des gens qui sont bons avec les gens, on a des gens qui sont bons avec les process, on a des gens qui sont bons avec les outils. Le but, c'est d'être un peu bon dans tout. Donc typiquement, on va essayer effectivement de maximiser effectivement ça. Et donc demain, vous vous dites, bon, bah tiens, on a compris que ce sujet-là, CRM, Sales Ops, ça serait intéressant à staffer parce qu'on a 10, 15, 20 sales et aujourd'hui, peut-être que recruter le 21e, c'est peut-être un Sales Ops qui va nous aider à rendre les 20 autres un peu efficaces. Je trouve que c'est une approche intelligente, ou en tout cas, ça a du sens. Et maintenant, globalement, est-ce qu'il faut le recruter? Est-ce qu'il faut le manager? Est-ce qu'il faut prendre un freelance? Est-ce que vous pouvez bosser avec des gens comme nous?
On voulait vous donner aussi un petit peu d'éclairage potentiellement sur les avantages et les inconvénients. Évidemment, un des avantages de recruter un sales ops, c'est de se retrouver avec un sales ops et du coup avec tout ce que ça apporte. Mais ça va être pas systématiquement non plus hyper adapté en fonction de la taille de l'entreprise et aussi en fonction de vous, de votre bande passante pour le gérer, pour le manager ou pour l'alimenter. Parce que globalement, quelqu'un qui est là full-time, effectivement, sur ce type de sujet-là, c'est super utile. Vous avez compris que c'était quelqu'un d'assez smart. Donc, globalement, il faut quand même lui donner beaucoup d'éléments, beaucoup de data, beaucoup de direction. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas simple à manager. Si on est dirigeant, il faut pouvoir lui accorder aussi du temps, un petit peu. Et du coup, c'est quelqu'un qui est aussi assez isolé dans l'organisation puisqu'il va être un peu seul. Il va bosser avec beaucoup de gens, mais lui, dans sa mission, il peut aussi être un petit peu seul. Donc, pour évoluer, pour apprendre, c'est aussi des gens qui, de temps en temps, sont pas simples à fidéliser. On le voit aussi, il y a beaucoup de mouvements. Ils viennent mettre en place des choses dans les organisations. Et puis, quand ils ont fait des grosses évolutions en 3 mois, 6 mois, 9 mois, derrière, potentiellement, ils changent d'organisation ou alors la DG pense la stratégie différemment. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais en tout cas, c'est pas facile effectivement à recruter. Vous avez compris que c'était des profils compliqués. Bon, ils sont durs à trouver. Ils sont durs à convaincre, ils sont durs à recruter, ça prend du temps. Et globalement, c'est quand même des salaires qui sont aussi généralement assez élevés si on cherche effectivement quelqu'un d'efficace qui va pouvoir répondre présent sur tous ces sujets-là. Ça reste une possibilité, mais c'est vrai que ça s'adresse déjà à des organisations qui sont assez matures et qui ont déjà une certaine taille pour pouvoir maintenir un dispositif de ce type-là dans le temps. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Christina. Non, je pense que la partie qui va le manager et comment gérer ce profil-là au quotidien et gérer ses missions et autres, ça c'est un pain point qu'on identifie souvent chez nos clients. Yes. Moi, je trouve que le trouver, c'est quand même vachement difficile. Typiquement, parce que c'est quand même des profils pas simples. Il y a l'option freelance. Globalement, ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, parce que globalement, en termes d'engagement, en termes de coûts, ça peut aussi être une alternative aussi pour tester les choses. Mais après, un freelance, c'est aussi souvent quelqu'un, aussi brillant soit-il, c'est quelqu'un qui est seul. Donc, typiquement, si à un moment il faut aller coder quelque chose, c'est pas toujours lui qui va être capable de le faire. Il a aussi peut-être pas accès à tous les outils que peut avoir une organisation peut-être un peu plus structurée ou un peu plus puissante de 10, 20, 30, 15, 25 sales ops comme ce qu'on fait aujourd'hui chez Markentive. Donc typiquement, ça, c'est une option qui est intéressante, je pense, pour tester les choses. Typiquement, ça va clairement être mieux que rien faire et ça vous permet de vous mettre déjà sur la trajectoire. Là, encore une fois, c'est difficile à trouver, difficile à évaluer et difficile à assesser, mais c'est vraiment quelque chose de potentiellement intéressant. Et puis, on a aussi, évidemment, on fait un webinar, c'est aussi c'est un peu de caser notre produit et faire notre publicité. Mais on a essayé de construire une offre en intelligence chez Markentive de c'est quoi en fait le fonctionnement de SalesOps idéal. On a vu plusieurs centaines d'entreprises mettre en place des CRM, les utiliser, avoir des difficultés sur l'adoption, parfois passer le ballon à un sales manager, bah, tiens, c'est toi qui vas t'occuper du CRM et puis plus rien. Recruter un CRM manager, mais qui n'était pas du tout orienté process et plutôt orienté techno. On a vu tous ces effets de bord, effectivement, avec quand même pas mal de ressources, pas mal d'investissements de la part des entreprises. Et on a mis en place une offre aussi où on vient intervenir en agilité, et tu pourras rajouter un mot sur un peu comment ça s'anime, Christian, en agilité avec des profils formés, outillés, à l'aise dans les outils CRM, qui travaillent sur un collectif, donc un interlocuteur principal qui est à fond dans votre dispositif, et qui va vous permettre en fait de traiter ces sujets-là, de les prioriser, de vous sortir les rapports dont vous avez besoin, de soulager vos managers sur globalement il me faut tel rapport, il me faut telle data, il faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est bien passé ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est moins bien passé ce mois-ci, sans que j'aille grenouiller dans un rapport, parce que c'est pas si simple que ça quand on est tout seul, qui peut être derrière aussi en capacité à venir faire un atelier avec des sales pour que derrière on ait corrigé un problème d'adoption ou un problème de data quality lorsque c'est le cas, etc., etc., etc. Et c'est le dispositif aujourd'hui que nous, on essaie de pousser avec du coup finalement des avantages
et des inconvénients. C'est sûr que si vous êtes très gros, très structuré, prêt pour un recrutement interne, ça peut être la bonne disposition. Si vous êtes peut-être trop petit, vous avez besoin de goûter à la chose, le freelance, ça peut être une bonne alternative. On essaye finalement, nous, d'être une solution qui est intéressante pour vous permettre de vous diriger progressivement peut-être vers un recrutement avec votre croissance et votre déploiement, votre développement, mais vraiment de pouvoir cocher un maximum de cases et de faire vivre un produit conseil qui soit le plus agile et le plus adapté aujourd'hui aux besoins qu'on a identifiés sur les 10 dernières années, de parler à des gens qui travaillent avec du CRM au quotidien. Alors concrètement, ça se passe un peu comment, Christine? Alors, comment ça se passe sur un projet avec Marketing? Donc, on va démarrer par un kick-off lors duquel, en fait, on va s'assurer de comprendre l'organisation, vos objectifs business, comment vous êtes structuré et quelles sont les priorités. On va absorber toutes ces charges d'informations, on va se les approprier, on va vous faire des restitutions pour bien s'assurer qu'on partage le même degré d'information. On va faire comme une espèce d'onboarding très rapide au sein de votre boîte et au sein des processus business. Et on va avoir ensuite des rendez-vous clés qui vont être des rendez-vous mensuels pour partager ce qui a été fait, faire un reporting, que ce soit un reporting sur vous, vos objectifs business, qu'un reporting sur les sujets Ops qui ont été délivrés dans le mois. Et on va en profiter aussi pour prioriser un certain nombre de sujets pour les prochaines périodes à venir. Et en fin de trimestre, bien entendu, on va faire un quarterly review. On va prendre un peu de hauteur, on va analyser les sujets peut-être un peu plus macro et on va en profiter pour identifier des nouveaux axes et des nouveaux pistes d'optimisation. Ça, c'est les grands rendez-vous avec principalement les décideurs de votre entreprise, hein, puisque du coup, le Sales Ops chez nous va reporter directement à vos décideurs. Il va les accompagner, il va délivrer un certain nombre de sujets, mais il va aussi piloter des choses avec les fonctions peut-être un peu plus opérationnelles au sein de votre entreprise. Ce qui m'emmène du coup au rendez-vous un peu Ops et Hebdo. Donc, le Sales Ops va s'adapter à votre process, à votre organisation, à comment vous fonctionnez, et que ce soit via des weekly calls, via, par exemple, 45 minutes à 2 heures par semaine, on fait un rendez-vous en pilotage projet ou en petit comité sur la partie Ops en fonction des différents sujets qu'on va traiter. On va peut-être pas embarquer tout le monde, hein. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps. De voir une worklist et de créer un brief sur les sujets et de les délivrer, que ce soit via des live sessions, si jamais ce sont des sujets qui vont devoir être délivrés en binôme, trinôme avec d'autres personnes au sein de notre entreprise, ou que ce soit des work sessions en interne chez Marketing. Le Sales Ops va piloter un certain nombre de sujets, les délivrer, les driver, donner la visibilité sur ce qui se passe, et de manière peut-être un peu plus mensuelle, vous faire des recommandations vraiment personnalisées sur vos process, vos données, qu'est-ce qui se passe, quel segment ciblé, etc. Et à chaque fois avec les bonnes personnes. Et du coup, notre rôle, en fait, c'est de nous assurer que vos objectifs sont délivrés, qu'on travaille sur un certain nombre de sujets prioritaires et que surtout, on travaille avec les bonnes personnes au sein de votre entreprise. Et tout ça, on le fait à hauteur de 1 jour par semaine, 2 jours par semaine. Ça, c'est les formats les plus habituels, hein. 2 jours par semaine, c'est le standard. Ça fonctionne, ça permet effectivement de traiter tous ces sujets stratégiques, techniques, opérationnels avec beaucoup d'outils, beaucoup de toolbox de notre côté. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler si c'est quelque chose potentiellement qui peut vous intéresser. Évidemment, donc nous, on a l'habitude de travailler sur du 3 mois renouvelable. C'est un bon incrément de travail et on aime bien fonctionner comme ça. Assez flexible aussi pour les clients pour qu'ils puissent se projeter sur le dispositif et le faire évoluer. Et du coup, avec cette facilité-là d'intervenir aussi potentiellement vos outils existants ou des nouveaux outils en France comme à l'international. On a mis quelques ressources effectivement complémentaires sur la partie CRM si vous vous intéressez à auditer votre CRM
pour essayer de comprendre, aujourd'hui, déjà avoir un premier niveau de lecture sur qu'est-ce qu'on peut améliorer. Des exemples aussi de cas clients, de ce qu'on a pu gérer, on en a plein, on n'a pas des cas clients pour évidemment tous les clients qu'on a été amenés à traiter. Et puis si vous voulez discuter sur un call un peu plus concret par rapport à votre situation, vos outils, votre setup, votre team, votre produit, les grands axes sur lesquels on peut améliorer, travailler, n'hésitez pas à nous contacter, ajoutez Christina sur LinkedIn, ajoutez-moi sur LinkedIn, ça sera avec plaisir pour échanger avec vous. Et puis, on vous souhaite aussi, comme dit, un bon appétit et puis un bel été, de belles vacances pour ceux qui... il y a la team qui est déjà de retour, je crois, mais il y a la team qui va bientôt partir. Cela, en tout cas, à tous, à vous tous, passez un bel été. Et puis on se revoit à la rentrée pour de nouveaux sujets. On est là tout le mois d'août. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement. Et puis on vous dit à bientôt. À très vite. Merci.